Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La fiction romanesque. L'œuvre littéraire ne peut par nécessité de sa nature dire une chose à la fois, mais deux au moins qui s'accompagnent et se mêlent sans qu'on doive les confondre. La critique littéraire du XXe siècle a eu le mérite de souligner l'importance de l'étude des structures composantes du texte. Entre autres, elle nous a enseigné à considérer les personnages des romans non pas comme des êtres figés sur le papier, mais comme des actants en mouvement. On ne juge plus les héros des romans simplement pour ce qu'ils sont, mais on prend en compte essentiellement ce qu'ils font. La catégorie du faire est venue devancer celle de l'être quant à son importance pour le critique. L'intrigue romanesque est étudiée comme un chemin accompli par le ou les héros, entre deux états différents de leur être. Une situation de manque caractérise la position initiale des personnages, et tous leurs efforts entrepris tendent à combler, sinon à détourner ou à transformer ce manque. Dans cette perspective, l'étude du parcours narratif des personnages constitue un premier niveau de lecture incontournable. Par conséquent, nous avons choisi de commencer notre étude par l'examen approfondi des parcours des héros qui se dessinent dans notre corpus et qui constituent le support naturel des discours idéologiques. Il conviendra dans un premier temps de circonscrire le manque initial qui caractérise nos héros, et de voir s'il y a des ressemblances d'un roman à l'autre. Tous les critiques sont d'accord pour affirmer le caractère ambigu des premiers romans de la littérature algérienne de langue française, mais les raisons avancées comme source de cette ambiguïté ne sont pas les mêmes. Pour certains, l'explication se trouve dans les désirs avoués ou cachés des protagonistes et des romanciers. C'est le double désir du même et de l'autre qui serait à l'origine des ambiguïtés. D'autres préfèrent parler de double discours, ou encore de compromis discursif et impasse du mimétisme. Pour cette première partie de notre étude, nous allons essayer de voir quel est le désir qui déclenche la quête au niveau de l'histoire. Quel est le manque initial que les protagonistes aimeraient combler? En bref, que cherchent ces premiers héros? Existe-t-il un manque type, clairement définissable, qui caractériserait l'ensemble des œuvres en question? Dans quelle mesure ce manque est-il explicite? Est-il nommé? Est-il reconnu par le sujet de la quête? Et finalement, arrive-t-on à combler le manque à travers la fiction romanesque ou reste-t-on toujours dans cette situation frustrante où l'objet de la quête n'est jamais atteint? I1. Les chemins de la solitude. I1. 1. Ahmed Ben Mostafa Goumier. Le premier roman algérien de langue française, Ahmed Ben Mostafa Goumier, de Mohamed Ben Cherif date de 1920 et est en grande partie autobiographique. Seule la fin du récit est détachée de ce qu'a réellement vécu l'auteur. Ce dernier est donc le héros du roman, et caïd dans la tribu des Ouled Si Mohamed, dans la région des hauts plateaux du centre de l'Algérie. Il s'engage dans l'armée française pour participer à la pacification du Maroc. Membre d'une tribu de la grande famille des Ouled Naïl, il sera intégré à la formation des Goumiers, où il fait le serment de rester fidèle pendant 3 mois. Ahmed Ben Mostafa veut prouver son courage et sa fidélité à la France, c'est pour cette raison qu'il part pour la guerre. Sa réussite au champ de bataille lui vaut une décoration d'honneur. Non seulement il fait preuve de courage, mais il tient tout un discours aux Marocains sur les bienfaits de la France. Lorsqu'on lui demande pourquoi il combat contre ses frères aux côtés des infidèles, il répond sans hésitation et prend la défense de la France. Pour lui, il ne s'agit pas de quitter sa religion mais de profiter des bienfaits de la France et d'accepter la réalité telle qu'elle. La différence entre les deux religions est oubliée au profit d'une histoire commune qui avait réussi à un moment donné à rapprocher les deux communautés dans la guerre. Le drapeau que je serre me protège. Il porte dans ses plis la justice, la tolérance, le droit du faible, tout comme les étendards de nos ancêtres. Je considère comme un pieux héritage de continuer par mes faibles moyens leur glorieuse pensée. D'ailleurs, les aïeux de ces chrétiens ont servi sous nos bannières en marche vers ces mêmes lumières qui éclairent aujourd'hui le monde nouveau. L'objet de la quête du héros est en fait l'établissement de relations, de rapports d'amitié avec l'autre. On est à la recherche d'une entente idyllique, où les rapports de dominé-dominant seraient transfigurés par les idées de justice et d'égalité. Ahmed Ben Mostafa est entre deux mondes, deux cultures, et il souffre de l'incompréhension qui sépare les deux communautés.
C'est un combattant solitaire qui cherche auprès de chacun un espace accueillant et à l'abri des querelles de pouvoir. Le goumier, à l'image des combattants arabes ou berbères, à l'image de tous les hommes en campagne, cherche une terre de paix où il pourra se reposer en sécurité. Pourtant, lorsqu'après une campagne héroïque au Maroc il retourne dans sa tribu exercer ses fonctions traditionnelles de caïd, nous le trouvons impatient de pouvoir repartir. Cette partie constitue un temps mort dans l'action d'ensemble du roman. La quête du héros est comme suspendue. C'est un retour aux sources, un repos sur le chemin où l'évolution du récit est figée dans le temps et dans l'espace. Avec le début de la Première Guerre mondiale, Ahmed Ben Mostafa part pour la France combattre les Allemands. C'est un soldat consciencieux qui n'hésite pas au moment où il faut défendre sa patrie d'adoption, mais c'est également un homme poussé à l'aventure par ses désirs inassouvis. Nous avons une description pathétique de l'arrivée en France et des premières impressions du héros sur le pays de l'autre. L'objet de la quête se rapproche et il est matérialisé de nouveau à travers le combat et la guerre. Le goumier doit défendre la terre de sa patrie d'adoption contre les ennemis allemands. C'est le court moment sur son parcours où le rapprochement avec les Français semble se réaliser. Mais ce rêve ne dure pas longtemps. Il est fait prisonnier par les Allemands qui lui font maintes propositions pour le forcer à collaborer avec eux. Il résiste avec courage et vaillance, mais finalement, à cause d'une maladie, il est évacué vers la Suisse. C'est là qu'il mourra, solitaire, loin des siens et loin également de sa patrie d'adoption. Il termine sa destinée dans un espace qui n'est ni celui du même ni celui de l'autre. Il a pratiquement rompu tout contact avec les siens. Il ne reçoit aucune nouvelle de l'Algérie qui disparaît complètement de ses préoccupations. Le titre du dernier chapitre nous laisse penser que Ben Mostafa achève sa destinée, apaisé par la plus délicate amitié française. En réalité, il s'agit d'un échange épistolaire avec une dame de Paris qui sera appelée ma grande amie dès la seconde lettre. Cette correspondance platonique n'apporte qu'une solution illusoire au problème du prisonnier, et les barrières qui séparent les deux personnes ne disparaîtront jamais. Cet échange présente d'ailleurs un caractère assez étrange car les réponses ne se suivent pas dans le temps. D'abord plusieurs lettres de la mystérieuse dame restent sans réponse, puis c'est une série de lettres d'Ahmed qui défilent devant le lecteur, et enfin seul le silence de la mort répond aux dernières lettres parisiennes. Le dialogue s'achève en un monologue sans espoir et c'est l'annonce du décès, faite par une tierce personne, qui clôt le roman. Le rapprochement, à plus forte raison la fusion, reste impossible et cette impasse mène à la mort. Le parcours d'Ahmed Ben Mostafa dans l'espace présente une oscillation constante entre les deux univers antagonistes. Son cheminement vers le monde de l'autre se fait toujours au prix d'efforts importants, par les batailles de la guerre ou les luttes intérieures. En tout cas, ce n'est jamais naturel. Il faut sans cesse recourir à la violence ou se forcer à des séparations qui deviennent pesantes par la suite. Si le rapprochement est toujours le fruit d'un effort personnel, l'éloignement est en revanche comme une fatalité du destin contre lequel on ne peut rien. Cette impression d'impuissance et d'emprisonnement est relatée dans l'une des dernières lettres d'Ahmed. Depuis quelques jours je suis d'une tristesse que rien ne peut décrire. Je porte sur mes épaules la Suisse tout entière, avec ses montagnes qui ne finissent pas, trop longues, trop larges, trop hautes et qui n'ont d'autre beauté que la blancheur des neiges qui les coiffent. Oh! Ces escarpements infranchissables, ces murailles qui ferment de toutes parts mon horizon, qui me séparent de vous. Ce vous reste mystérieux. La personne n'apparaît à aucun moment dans l'action concrète du roman et on ne saura pas la manière dont ils se sont connus. C'est une amitié sincère et touchante à la fois, mais qui ne fait qu'accentuer de par sa distance, le désespoir du héros. Dans l'espace nord-africain, la rencontre avec l'autre se fait exclusivement au niveau du monde militaire. À aucun moment il n'est question du monde des colons ou des Français des villes algériennes. Il est donc clair que le rapprochement n'est pas envisagé avec les Français d'Algérie, mais exclusivement avec ceux de la métropole. Cette non-figuration, l'absence totale du monde des colons, constitue un rejet, ou du moins un certain jugement de la colonisation telle qu'elle s'est effectuée en Afrique du Nord. L'occupation militaire est acceptée comme un fait positif pour les peuples concernés. C'est du moins ce qui ressort du discours d'Ahmed Ben Mostafa au 3e chapitre, lorsqu'il explique à ses frères du Maghreb pourquoi il se bat contre eux. Ses choix, son parcours romanesque, sont justifiés par la nécessité de cette œuvre de pacification qu'entreprend l'armée française.
Mais la colonisation de peuplement est occultée, c'est-à-dire jugée et rejetée, à travers le parcours du personnage principal. Cette figuration au niveau de la fiction correspond exactement à une réalité historique. Au début du siècle, dans les terres intérieures et le sud, bien des tribus auraient préféré rester sous l'administration militaire qui était sévère mais considérée, contrairement à l'administration civile des colons, comme respectueuse de la justice. Le cheminement du héros dans l'espace se fait selon une loi très simple qui laisse peu de liberté dans les choix. Le monde de l'autre dont il désire s'approcher, avec lequel il aimerait partager ses idées de grandeur, ses recherches intérieures, n'est pas celui qui se trouve à proximité, mais celui qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Cependant, en traversant cette mer, il abandonne forcément quelque chose de son identité naturelle, de sa religion, de sa tribu et de ses traditions. À travers son parcours romanesque, Ahmed Ben Mostafa n'atteindra pas l'objet de sa quête. Il en sera détourné, et il terminera son aventure dans un pays froid et fermé à l'image de son échec et de la mort qui l'attend. La description très succincte des personnages dans le roman, et leur quasi-absence d'épaisseur psychologique, permettent difficilement d'avancer des hypothèses quant à leur utilité et leur influence réelle sur le parcours du goumier. Nous avons plutôt des clichés rapides sur tel ou tel type de soldat, sur le nomade, l'échec ou les étrangers, visages aux contours toujours trop clairs pour qu'on puisse les considérer en tant que participants actifs au développement de la fiction romanesque. Opposants et adjuvants à la quête du héros ressemblent trop à des figurants figés sur le papier, dont le rôle est défini à l'avance, et qui ne dépassent jamais les limites de leur utilité fonctionnelle. Étrangement, au début, l'ennemi est le frère de religion, c'est-à-dire les tribus insoumises du Maroc. Lors d'une discussion avec des Marocains, Ben Mostafa riposte vivement aux critiques que ces derniers font envers la France. Ces accusations proviennent en grande partie des Allemands qui soutiennent les Marocains contre leurs ennemis, et qui font tout pour entacher l'honneur et la réputation de l'autre. Dès le début donc, une opposition s'établit entre la France et l'Allemagne. La première est juste et généreuse envers ses enfants, la seconde sera le pays du mal, de l'injustice et du mensonge. La haine du héros se tournera contre l'Allemagne, qui sera la cause de tous ses malheurs et qui finalement l'éloignera de l'objet de sa quête. Mais le réel opposant à notre héros dès les débuts de l'action est un autre goumier, Ben Quider, qui se fait remarquer par sa jalousie envers Ben Mostafa. Ce frère jaloux est vite présenté en opposition avec un lieutenant français qui sera juste, courageux et loyal. Le goumier avait confiance dans l'impartialité de son lieutenant. Il admirait en lui les qualités qui sont primordiales aux yeux de tout Arabe: le courage, la justice, la loyauté. Les canailleries de Quider lui semblaient choses méprisables. Il ne voulait pas traiter d'égal à égal avec cet habitué des maisons de femmes. Mis au courant de ses attaques, il avait haussé les épaules et déclaré « Les chiens sont faits pour aboyer ». Transposition des traits de caractère positifs des Arabes sur le lieutenant français, et en même temps dégradation du frère de religion qui est comparé au chien. Évidemment, tous les Arabes ne sont pas présentés sous un aspect négatif, mais Quider est le seul personnage qui réapparaisse plusieurs fois dans le roman, et qui en même temps soit toujours en opposition avec les aspirations, les idéaux et les projets du héros. Quider est un peu comme la copie négative d'Ahmed Ben Mostafa. Jaloux qui accepte mal la promotion de son compagnon, lâche au moment critique des batailles et toujours en train de chercher à plaire aux officiers français. Lors de l'arrivée du Goum en France, nous avons une description du passage de leur train par plusieurs villes et dans l'une des stations une jeune fille fait des signes de la main au convoi transportant les soldats. Quider pensera que la jeune fille lui envoie des baisers. C'est encore une occasion pour les deux hommes de s'opposer, et pour Ben Mostafa de condamner le comportement honteux de son rival. Ce dernier personnifie donc tous les traits de caractère négatifs que notre héros rejette, et qu'il condamne chez ses frères de religion. Quider est en quelque sorte l'exemple de l'indigène sur qui l'influence de la France n'a pas entraîné des changements positifs, mais surtout négatifs. Nous avons déjà mentionné l'absence de représentation de la société des Français d'Algérie, du monde des colons ou des bourgeois des villes. Dans le récit, le rapprochement entre les deux mondes passe essentiellement par les rapports entre les soldats. Entre les officiers que rencontre notre héros sur son parcours, nous trouvons le stéréotype du bon et du mauvais français.
Dans cette seconde catégorie se classe l'officier qui appelle le héros Ben Coucou, se moque de lui sans raison, reste sur ses préjugés et ne voudra pas l'écouter. Mais il y a aussi un autre officier, proche ami de notre personnage, qui lui fera un cours sur l'histoire des Arabes et la grandeur de leur civilisation. Il lui expliquera également les causes de leur décadence. C'est le jour où tes ancêtres, avec leur passion de la liberté individuelle, ont voulu se battre comme tu l'as fait hier, seuls, chacun pour soi. C'est lorsqu'ils ont recommencé leur combat homérique qu'ils ont perdu leur âme collective, abdiqué leur personnalité politique, fait place à d'autres. C'est ici l'image du français comme on aimerait qu'ils soient tous. Compréhensif, qui s'intéresse à la culture arabe et islamique, qui parle notre langue, qui sait écouter et qui n'est pas hautain. Le rôle de cet officier est double, car s'il est là pour démontrer que les rapports amicaux sont possibles entre Arabes et Français, il a également pour fonction de tendre un miroir devant Ben Mostafa. Dans le reflet de ce miroir, le héros contemple l'histoire et l'aventure de ses propres ancêtres, vision paternaliste des rapports entre dominés et dominants s'il en est. C'est pourtant avec des Français de ce type que Ben Mostafa cherche les relations d'amitié, c'est dans leur entourage qu'il aimerait vivre. Extérieurement, sa quête se résume à la rencontre et au rapprochement avec ce bon Français qui doit correspondre à une image préfabriquée. Sa quête intérieure est conditionnée par ce premier aspect extérieur. Il voudrait toujours satisfaire aux attentes de ses amis français et aimerait être compris par eux. Mais il reste solitaire tout au long de son parcours. Les rares moments d'entente et d'amitié avec des Français disparaissent rapidement ou restent lointains, sans apporter réellement de solution aux aspirations profondes de partage et de fraternité du héros. I1. 2. Bouel Noir, le jeune Algérien. Le dernier roman de notre corpus, Bouel Noir, le jeune Algérien, de Rabat et Akli Zenati, présente un parcours très similaire à celui d'Ahmed Ben Mostafa, Goumier. La solitude enveloppe de plus le héros en plus au cours du développement de l'intrigue. 25 années séparent la publication des deux romans, mais les auteurs n'ont pas réussi, ou tout simplement pas voulu, supprimer dans la fiction romanesque la solitude qui pèse sur leurs personnages. Cette solitude caractérise la plupart des héros des romans algériens de langue française de l'entre-deux-guerres, mais dans les deux cas en question elle devient l'élément constitutif principal de la vision du monde que dévoile la fiction. La signature de ce second roman est faite sous le nom du père Rabat et de son fils, Akli, mais selon toute vraisemblance, le stylo était plutôt tenu par le père. Rabat Zenati, instituteur et homme de lettres, avait activement participé à la vie intellectuelle de Constantine pendant la période de l'entre-deux-guerres. Militant convaincu de la nécessité du rapprochement entre les deux communautés, il publiera également 2 essais politiques dont les idées maîtresses se trouvent exprimées dans le roman étudié. Le parcours de Bouel Noir est celui de milliers d'enfants colonisés, qui ont pris un jour le chemin de l'école publique française et ont commencé à gravir les échelons de la connaissance et du savoir dans l'espoir de pouvoir ainsi se sortir d'une condition misérable et se rapprocher de la communauté de l'autre. Que ce soit dans l'enfant noir de Kamaraleh ou dans le fils du pauvre de Mouloud Feraoun, l'école est toujours le lieu de la rencontre avec ce monde qui attire l'enfant indigène avide de savoir et de succès. À chaque fois, le héros rencontre sur son chemin les mêmes oppositions, les mêmes tiraillements et souvent la même solitude qui l'amène à quitter son milieu naturel. Suivant les cas, ce départ peut être perçu et vécu ou comme un exil forcé résultant d'une situation d'impasse ou comme une ouverture sur le monde que l'on recherchait et auquel on aspirait depuis longtemps. Bouel Noir est le premier garçon d'une riche famille terrienne, du village d'Ain Rouina, dans le Constantinois. Son père était initialement opposé à toute idée d'enseignement pour son fils, et c'est peu à peu, avec les conseils et les supplications de son entourage, qu'il laissera partir son aîné à l'école. Le parcours de celui-ci le mènera de l'école coranique du village au banc de l'école primaire française, puis au lycée et aux études secondaires avec l'obtention du baccalauréat, et finalement jusqu'à l'université de la Zitouna à Tunis. Chaque étape constitue un éloignement par rapport à son milieu familial, où il se sentira de plus en plus étranger. Mais le tragique de son parcours c'est le refus du monde de l'autre, de lui réserver l'accueil tant désiré. Cette quête de l'assimilation se concrétisera le plus intensément et le plus tragiquement dans ses relations avec les femmes,
Lorsque son père prend une seconde femme, de l'âge de Bouelle Noire, l'harmonie de la vie familiale est à jamais rompue. Nous avons une vive critique de la polygamie à travers les réactions du jeune homme éduqué à l'école française, et la mère non plus ne pardonnera jamais au père tyrannique d'avoir pris une seconde épouse. De plus, cette nouvelle femme dans la maison fera les yeux doux au fils aîné, et essayera par tous les moyens de le détourner de ses préoccupations intellectuelles pour l'attirer vers celles de la chair. La pratique de la polygamie et sa réalisation dans le cas concret sont donc présentées d'une manière très négative et constituent un obstacle sur le chemin du héros. Mais c'est toute l'institution du mariage dans sa pratique traditionnelle qui est sévèrement jugée à travers la fiction romanesque. Bouelle Noire doit subir contre son gré la volonté de son père, qui le marie au milieu de ses études universitaires avec une jeune fille du village. Pendant une étrange nuit de noces, une critique particulièrement vive du père s'exprime à travers le discours et à travers les actions des protagonistes. Bouelle Noire la regarda pour la première fois. Elle partageait son sort. C'était la chose de Touamy comme il était celle de Boudiaf, une marchandise qu'on avait cherché à placer et à bien placer sans qu'un mot ne lui fût jamais dit au sujet de cette union acceptée et réalisée à son insu. Il eut pitié, mais demeurait inébranlable dans sa décision de ne pas consommer le mariage. Cette première femme de sa vie, issue de son milieu naturel, est incapable de satisfaire ses aspirations intellectuelles et une séparation rapide vient mettre fin à ce mariage forcé. Sa seconde épouse, une Française, le quitte rapidement à cause des préjugés de race et de religion. Après des détours douloureux, l'amour du couple sera plus fort que les préjugés et ils se retrouvent à la fin du roman, mais dans leur esprit l'espace de l'Algérie coloniale ne peut tolérer leur union et ils vont se réfugier en France. Comme dans Ahmed Ben Mostafa, Goumier, l'objet de la quête du héros est le rapprochement avec l'autre, le désir d'être accueilli et d'être accepté en tant que tel. Le chemin du héros dans l'espace représente un éloignement progressif de son milieu initial, de son village natal qui finalement le rejettera. Pour Bouelle Noire, l'éloignement de la maison paternelle commence d'abord au niveau intellectuel car ni son père ni sa mère ne sauront l'accompagner sur le chemin du savoir ou l'aider dans ses études. L'école a une double fonction dans le récit. D'une part, c'est à travers elle que la société de l'autre attire, voire aspire, le personnage principal, et d'autre part, ce sont les études qui font de lui un solitaire intellectuel dans sa maison d'enfance. Il est intéressant de noter que tout au long du roman, c'est le père qui essaye de s'opposer au désir du fils à vouloir suivre les études. Ceux qui viennent en aide au fils dans sa quête du savoir sont ceux qui normalement sont les gardiens des traditions, et devraient plutôt le retenir dans la société maternelle. Il s'agit d'abord du cadi, gardien par excellence des lois musulmanes, qui incite le père à inscrire son fils à l'école coranique puis à l'école française, ensuite au lycée, et finalement à le laisser partir à l'université. L'autre adjuvant important sur ce chemin de l'appropriation du savoir sera la mère, qui devrait être en principe la gardienne des traditions familiales, mais qui contre toute attente se situe toujours du côté de son fils lorsque celui-ci désire continuer ses études. Étrange ironie de la fiction ou clin d'œil du narrateur. Les personnes gardiennes des traditions et des coutumes, le cadi, la mère et la voyante, ne remplissent pas leur rôle, manquent à leur devoir premier qui serait celui de garder l'enfant dans la sphère culturelle et religieuse du père et de la mère. Au contraire, ils le précipitent vers l'acculturation en l'envoyant à l'école française. Les véritables adjuvants positifs du parcours romanesque de Bouelle Noire sont les Français qu'il rencontre et qu'il accueille, qui lui inculquent le savoir et les idées occidentales. Grâce à un couple instituteur venu de Bourgogne, dans le village d'Ainrouina, l'école française accueillait aussi tous les enfants musulmans qui voulaient s'y inscrire. Après le taleb de l'école coranique, Monsieur et Madame Fontane sont les premiers enseignants du héros et ils seront les véritables artisans de ses succès scolaires. Ce couple est l'image même du bon français tel que le héros aimerait qu'ils soient tous. À travers eux, nous avons une représentation idéalisée de l'instituteur laïque qui se donne complètement à son rôle de combattant pour les grands idéaux de la République. Ils sont ouverts, voient grand, sont honnêtes et discrets à la fois et ne recherchent pas leur bénéfice, mais celui de toute la population. Dans l'espace de l'école qui est à leur charge, se réalise la fraternité et l'égalité tant rêvée entre les Européens et les musulmans. Leur influence bénéfique se fait aussi sentir sur tout le village et le lecteur a l'impression,
le temps de quelques chapitres, que le meilleur des mondes est arrivé. C'est comme si Ain Ruina était devenu un îlot de paix et d'entente cordiale entre les deux populations différentes. Les violences entre les élèves sont sévèrement réprimées, et un discours raisonné met mal à l'aise tous ceux qui n'accepteraient pas les idées fraternelles. Bouel Noir réussit l'examen du certificat d'études primaires, et en même temps il termine l'apprentissage complet du Coran. À cette occasion, son père organise une grande fête, point culminant de cette entente entre les deux communautés. Le fruit du travail du couple instituteur se concrétise et la quête semble toucher à son but. Une grande tente fut prévue sous les arbres de la ferme. Les tables devaient être mixtes, les Français devaient être encadrés d'indigènes initiés à la vie occidentale. Le reste des invités devait être reçu à la mode arabe, mais un méchoui devait réunir tous les convives. Après la Fatiha, Madame et Monsieur Fontane, le Taleb Sitayeb, furent appelés sur l'estrade et aux applaudissements des assistants reçurent chacun un riche cadeau. Bouel Noir y monta ensuite pour baiser la main de son maître du Koutab et serrer affectueusement les mains de ses maîtres français. Le bon instituteur essaya de dire quelques mots, mais il ne le put. Une larme de joie roula sur sa joue. Ce fut sa seule réplique. Cette image idyllique de l'entente entre les deux communautés constitue une projection extérieure, une réalisation au-delà des espérances des désirs du personnage principal. Cette fête est d'ailleurs étrange et sa place dans l'ensemble du récit est assez problématique car à part quelques exceptions, on ne sait rien des personnes qui constituent l'assemblée et elles disparaîtront de l'histoire à la même vitesse qu'elles y sont entrées. Figurant de quelques instants, ces convives n'ont d'autre rôle que d'esquisser une image de l'objet de la quête du héros. De plus, cette image se révélera rapidement n'être qu'un mirage fugitif, et pour le héros et pour le lecteur. Le parcours romanesque de Bouel Noir présente donc un caractère incessant de rapprochement, puis d'éloignement par rapport à ce mirage qu'il est impossible d'atteindre. L'arrivée du petit villageois arabe au lycée français de la ville nécessitait l'apparition dans le récit d'un nouvel adjuvant qui sera trouvé en la personne du professeur de philosophie, Monsieur Durtin, qui évidemment est arrivé de France depuis peu. Les Français positifs qui apparaissent dans ce roman, de même que dans Ahmed Ben Mostafa, Roumier, viennent tous de la métropole et ne sont jamais issus des Français d'Algérie. À part des esquisses rapides des camarades de classe, des querelles ou des disputes estudiantines avec les enfants des colons, on ne trouve pas dans le roman de véritable personnification de ce que pourrait être le type du Français d'Algérie. L'absence de ce type de personnage dans la fiction traduit le malaise face à eux, comme s'il y avait une incapacité des auteurs à les représenter, comme s'il y avait sur leur mise en scène un interdit que personne n'osait transgresser. Une des grandes contradictions du personnage central du récit réside dans le fait qu'il se comporte, réfléchit et vit de plus en plus comme les Occidentaux, mais à part le cadre scolaire, il n'a jamais eu de relation quotidienne et profonde avec ces hommes et ces femmes auxquels il aimerait tellement ressembler. En tout cas, les Français venus de la métropole servent à Bouel Noir d'adjuvant dans sa quête intellectuelle, et ouvrent continuellement de nouveaux horizons devant ses yeux. La quête intellectuelle de Bouel Noir présente une oscillation constante entre les deux mondes. Ses adjuvants appartiennent aux deux bords et ils s'adressent à tour de rôle à l'un ou l'autre. Comme il ne se sent pas assez qualifié pour affronter l'élite intellectuelle musulmane de son pays à cause de sa formation trop française, il décide de partir à Tunis pour décrocher le diplôme de l'université de la Zitouna. Son esprit est définitivement gagné aux idées occidentales, mais comme son projet est d'œuvrer pour le bonheur et le relèvement du peuple algérien, il doit pour cela mieux connaître et comprendre la philosophie, la religion et l'histoire des musulmans. À Tunis, ce ne seront pas les professeurs de la Zitouna qui attireront son attention, mais un vieux cheikh, un mufti à la retraite, le père de son ami Chadli qui l'introduira dans les mystères de la philosophie musulmane. Un jugement assez sévère est ainsi porté à l'enseignement traditionnel de l'université tunisienne, qui s'exprime d'une part à travers le discours, mais aussi par l'orientation de l'attention du héros qui se détourne rapidement des cours et des programmes obligatoires. Entre le cadi de Ain Ruina et le couple des Fontanes, entre Monsieur Durtin et le père de son ami Chadli à Tunis, le héros est à la recherche d'une cohérence dans les différentes idéologies. Philosophie et religion, culture et tradition, histoire et politique,
Tout s'imbrique dans sa tête et sa recherche s'étend de plus en plus jusqu'à atteindre des mesures encyclopédiques. Le lecteur assiste aux différentes étapes d'une aliénation qui mènera le personnage principal vers l'abandon de l'espace algérien, vers l'exil. Sur ce chemin de l'éloignement, le renvoi de sa femme Zina est un moment à forte portée symbolique. Ce mariage traditionnel n'a jamais plu à Bouhelnoir, et sa femme est toujours restée incapable de le suivre dans sa quête intellectuelle. En fait, Zina et le mariage contracté avec elle devaient retenir le héros dans l'espace du village paternel. Mais ils ne remplissent pas leur fonction. Les espoirs du père et de la mère sont déçus et la rupture de ce mariage constitue un échec à plusieurs niveaux. Échec de la tentative des parents de retenir leur fils à la maison, échec de Zina, la jeune femme qui retourne chez son père, et échec du mari qui s'éloigne définitivement de la maison paternelle. Les contours de l'aliénation se précisent et le rejet par la communauté originelle se concrétise. Il se sentait de plus en plus étranger à sa famille. Personne ne s'intéressait à ce qu'il pensait ou faisait. Son père résuma un jour la situation en disant à sa femme : « Ton fils est encombrant. Notre fils n'est plus des nôtres et c'est malheureusement l'étrange résultat de tout ce que j'ai fait pour lui. » 65. Et le narrateur de conclure. Bouhelnoir partait à la conquête du bonheur du peuple algérien, sans avoir songé à faire le sien propre et celui de sa famille. 66. Une fois encore, ceux qui devaient en principe retenir le héros dans le monde traditionnel, ceux qui étaient supposés l'aider à garder son identité première, ne remplissent pas leur rôle, échouent dans leur devoir. L'identité perturbée éloigne le personnage de ses semblables et le pousse vers les autres dans une quête qui extérieurement se justifie par la recherche de solutions aux problèmes du peuple algérien, mais qui intérieurement reste tendue vers ce désir de la rencontre avec l'autre. La grimace du narrateur exprime bien l'ambiguïté de cette quête qui cherche le bonheur du peuple, au détriment de la famille qui en est pourtant le noyau constituant. Nous assistons quasiment à une double répudiation, celle de la femme par le mari qui veut partir, et celle du fils que le père ne reconnaît plus comme membre de la famille. Le récit s'accélère et les 3 années passées à Tunis ne méritent pas plus d'un demi-chapitre. Vers la fin du roman, les actions des personnages ne sont plus détaillées mais sont rapportées brièvement. En revanche, le discours sur les idées s'amplifie et le lecteur a droit à de longs développements sur les théories de l'assimilation, ses possibilités et ses obstacles. À partir de cette répudiation, Bouhelnoir se débat entre les deux mondes et la solitude commence à peser sur lui. Le rapprochement avec la communauté de l'autre se concrétise à travers un voyage en Bourgogne chez l'ancien professeur de philosophie M. Durtin, et la rencontre, puis le mariage rapide avec une fille de là-bas, Georgette. Le paternalisme de M. Durtin est présenté comme un exemple de la compréhension parfaite entre les deux mondes. Mais le mariage mixte ne durera pas longtemps, car Georgette, pure et innocente en Bourgogne, ne manquera pas de se laisser influencer par des théories sur les préjugés de race dès qu'elle s'installe en Algérie avec son mari. C'est comme si l'espace de l'Algérie corrompait ce qui était sans souillure dans la Bourgogne mythique. Espace mythique car c'est de là que viennent tous les Français positifs du récit, le couple Fontane, M. Durtin et Georgette. Mais malgré la bonne volonté de ces derniers, le personnage central ne pourra pas réaliser son rêve. Le mariage, image de l'assimilation réussie, sera vite rompu. Dans l'espace de l'Algérie, l'objet de la quête reste hors d'atteinte et le héros ne pourra que pleurer sur son triste sort. J'ai voulu donner à ma vie un sens et une forme précis. Mon avenir semblait aussi pur que l'étoile du matin. Il paraissait être à l'abri de toute souillure, et au moment même où je tendais les bras pour l'étreinte suprême, mes mains n'ont accroché que les contours effilés d'une réalité monstrueuse. À la fin du roman, la force de l'amour réunira encore une fois les deux amants, mais il est clairement dit que leur bonheur ne pourra jamais se réaliser en Algérie. Pour l'atteindre, il faudra partir dans ce pays lointain, mythique qu'est la France ou mieux encore celui de la Bourgogne. Bouhelnoir ne pourra devenir Boule Noire que s'il quitte son pays, ses origines et sa culture. Le déchirement et l'aliénation sont inévitables. Le lecteur avisé ne doutera point de l'échec de la quête, car l'action du roman se clôt sur un hypothétique et lointain bonheur. Dans tous les cas, le héros est voué à la solitude. S'il reste en Algérie, sa femme va le quitter. S'il part avec sa femme en France, il devra abandonner ses projets, ses principes et son peuple,
dont il voulait faire le bonheur et pour lequel il avait tellement étudié et lutté. Le parcours romanesque d'Ahmed Ben Mostafa se terminait avec la solitude et la mort dans un pays étranger. Celui de Bouel-Noir n'est pas beaucoup plus encourageant. Physiquement, la mort n'est pas atteinte, mais l'exil qui s'ouvre devant lui est synonyme de mort intellectuelle et morale. Sa solitude est aussi tragique, et sa mort aussi inévitable que celle du héros du premier roman de la littérature algérienne de langue française. I2. Les chemins de la débauche. I2. 1. Mamoun ou l'ébauche d'un idéal. Le parcours de Mamoun, principal personnage du premier roman de Choukri Kodja, ressemble à beaucoup d'égards à celui de Bouel-Noir. Dans les deux cas, la fiction romanesque donne lieu à la représentation des réalités de la vie des intellectuels francisés de l'époque. Mais si les études et la fréquentation des milieux français ont poussé Bouel-Noir vers la recherche du savoir, et ont fait naître en lui le désir sincère de servir la cause de ses compatriotes et du rapprochement entre les deux peuples, il n'en est pas de même chez Mamoun. Son parcours romanesque est le type même du désastre causé par l'influence du monde occidental sur les habitudes, les mœurs et les comportements traditionnels de l'Algérie. Les problèmes de débauche liés à l'alcoolisme, la toxicomanie et la prostitution sont très importants pendant cette époque, et la lutte à leur encontre se mène sur plusieurs fronts. Par tous les canaux disponibles des médias, à travers des conférences, des cercles amicales ou religieuses, mais aussi à l'aide de la fiction littéraire en représentant les dégâts causés par la débauche. Initialement, la formation intellectuelle suivie par ce fils unique d'un caïd campagnard remplit le même rôle que dans le roman de Herzenati. Elle éloigne le protagoniste de son milieu naturel et le propulse dans un monde qui refuse de l'accueillir, qui sera incapable de l'intégrer. L'enseignement traditionnel, c'est-à-dire l'école coranique, est présenté dès le début sous un aspect très négatif, ce qui n'était pas le cas dans le roman précédent. Contrairement à Bouel-Noir, qui poussa ses études islamiques jusqu'à l'université de la Zitouna, Mamoun ne sera jamais intéressé par ces études ennuyeuses et combien fastidieuses. Son attention sera captivée déjà pendant la tendre enfance, par la civilisation occidentale et la richesse matérielle. Le roman s'ouvre sur l'image du train qui s'engouffre dans la campagne algérienne et qui fascine les enfants des fellahs. Intrusion violente de la machine dans un monde de pauvreté et souvent de misère, dont les habitants ne peuvent que rêver de monter un jour dans un train qui les mènera vers les richesses de la ville. Le train, visualisation de la présence de l'autre, vient bouleverser le milieu tranquille du village et emporte l'enfant encore innocent vers la ville. Cette image baigne tout le début du livre jusqu'à l'arrivée de Mamoun à Alger, gouffre de la civilisation. Son départ est un événement violent, un peu comme un arrachement de l'enfant du milieu maternel. À vrai dire, au début, seul le père est satisfait de ce départ. La mère s'oppose catégoriquement à cet éloignement. Quant à Mamoun, il hésite entre le désir de fuir le bled et l'affection qu'il porte à une cousine. Mais comme cette dernière n'est qu'une simple bergère de condition inférieure, les parents la jugeront indigne de leur fils. Si Bouel-Noir partait à l'école avec le pur désir du savoir, et sans espérer aucun bénéfice matériel de ses études, Mamoun en revanche recherche essentiellement la possibilité de quitter la misère et la condition déplorable de son entourage. Ce n'est pas la recherche intellectuelle, mais bien le désir de la richesse matérielle qui est à la base de son départ. Et Mamoun, qui croissait sic, comme une herbe sauvage, se vit un jour véhiculé vers l'inconnu, par cette même machine infernale qui avait tant obsédé sa pensée. Il abandonna donc le gourbi de ses aïeux. Il se sépara de Zahira, sa cousine pauvre, et s'en alla vers le gouffre de la civilisation. La quête se situe donc sur deux plans. Quitter la misère matérielle du village et rejoindre la société et la culture de la ville, c'est-à-dire des Français. Le savoir et la science moderne ne remplissent pas le même rôle que dans le roman précédemment étudié, car ils ne sont aux yeux du héros que des outils qui l'aideront à sortir de la pauvreté du village. Le rôle du père est également différent, puisque cette fois, c'est lui qui prend l'initiative de mettre son fils en pension à Alger. Son rêve est d'en faire un avocat qui pourra gagner beaucoup d'argent. La mère, en revanche, voudrait retenir son fils dans le milieu villageois, et le départ se fera contre sa volonté. Dans ce processus d'éloignement de la famille, des traditions et des coutumes,
Bouelle Noire était un participant actif qui prenait des décisions, et s'il le fallait pliait son entourage à ses vœux. Mamoun, lui, ne fait que subir son sort, c'est un participant passif à sa propre aventure qui se laisse balloter par la volonté de ses proches. C'est donc, dès le début, un héros qui manque de caractère et qui part avec un lourd handicap. Celui de ne pas être en mesure d'exprimer clairement l'objet de sa quête et d'être incapable de mettre en œuvre les moyens nécessaires à sa réalisation. Cette faiblesse intérieure du personnage de Mamoun se traduit également au niveau physique, notamment à travers une comparaison avec son père. Bouderbala avait un visage mâle, une barbe grisonnante, une carrure imposante et une démarche fière qui lui donnaient un certain prestige aux yeux des passants. Son fils, chétif et malingre, paraissait comme un pygmée à ses côtés. C'est ce qui fit d'ailleurs que de Lussac lui disait après l'avoir vu en compagnie de son père: « Dis Mamoun, t'as l'air d'un avorton à côté de ton père. » Dans le caractère de Mamoun, on trouve deux éléments fixes qui déterminent essentiellement son parcours: sa révolte contre tout ce qui le rattacherait à ses origines et son engouement pour l'alcool et les femmes. Révolte contre le père et tout ce qui est sa volonté. Révolte contre l'islam et ses prescriptions, rien n'est sacré aux yeux de Mamoun. C'est vraiment l'histoire du fils prodigue, avec la différence encore une fois que notre héros se trouve placé sur ce chemin un peu indépendamment de sa volonté. Du bref passage à l'école, on ne retiendra pas grand-chose, si ce n'est que c'est là qu'il abandonne les prescriptions islamiques en mangeant du jambon et en buvant du vin. Le rôle de l'école française serait d'une part de l'aider dans son apprentissage pour en faire un avocat qui rapporte beaucoup d'argent à la maison, et d'autre part de l'engager sur le chemin de l'assimilation. Mais l'école ne remplit aucune de ces deux fonctions. Mamoun ne terminera jamais ses études, le savoir ne l'intéressant pas outre mesure et en plus, il dilapidera l'argent de son père. Quant à l'assimilation, elle reste un désir inassouvi. Le héros tourne le dos à son milieu d'origine et renie sa foi, sa culture et sa race, sans pour autant parvenir à se faire accueillir dans la société de l'autre. Cet échec du rôle de l'école dans le roman est un peu à l'image de l'échec de toute la colonisation, ou du moins de toute idée d'assimilation des musulmans par les Européens vivant en Algérie. Parmi les romans étudiés, c'est l'un des rares où la société des Français d'Algérie est représentée avec une certaine épaisseur, où apparaissent plusieurs types de personnages issus de cette société. Mais pour Mamoun, l'intégration dans le monde de l'autre se fait essentiellement dans l'espace de la consommation des biens matériels, où il se perdra. Il fréquente les brasseries, des soirées brillantes et même l'opéra, mais les amis... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.